Les plumes sur RCN, Mona. Alors Benoît, Anamorphose et Pas de côté est une réédition de 3 de tes recueils. Alors pourquoi les rassembler en un seul ouvrage ? Alors ces 3 recueils ont été publiés par les éditions La Dragonne à Nancy entre 2005 et 2013 à peu près. Et il se trouve que les éditions de La Dragonne ont arrêté leur activité. D'accord. Et donc ces ouvrages étaient épuisés. Donc depuis l'année dernière, je travaille avec une éditrice de Lyon, là, La Lanterne, donc, qui a publié Indéfectible, un premier recueil de nouvelles que j'ai fait avec elle, suite à d'autres chez d'autres éditeurs. Et quand elle a, j'en ai parlé avec elle simplement, elle a dit ça serait une bonne idée de rééditer ces 3 recueils. Il faut croire qu'ils lui ont plu. Et on a décidé de les rassembler en un seul ouvrage, donc séparés en 3 parties, donc chacune étant l'ouvrage initial qui était publié par la Dragonne. Ça n'a pas été remanié ? Si, il y a eu pas mal de réécritures, de petites retouches. Il y a 3 textes qui ont été abandonnés, délibérément, pour différentes raisons. Il y en a un qui s'appelait « Les baskets du Père Noël », qui est devenu un livre jeunesse. Oui. Donc, qui est le début de ce livre jeunesse. Donc, on s'est dit, c'est peut-être pas la peine de le remettre sous une autre forme. Bien sûr. Et puis, un autre aussi que je trouvais plus très opportun aujourd'hui. Et puis tous les autres textes ont été ripollinés, on va dire, en fonction un petit peu certaines choses, des expressions ou des passages qui ne me convenaient plus. Puis c'est aussi l'occasion, quand il y a une réédition comme ça, de replonger dans toutes ces histoires et de les revoir, corriger. Oui. Et c'est amusant de relire ces anciennes nouvelles, parce que la perception a changé, je suppose, après. Oui, alors il se trouve que pour un certain nombre, elles ont été soit adaptées au théâtre, soit lues en public, etc. Donc c'est des nouvelles que j'ai pas redécouvert complètement, quoi. D'accord. Il y en a une par exemple qui s'appelle La méthode Maxwell, qui est publiée quasiment telle qu'elle était. Enfin, il y a quelques toutes petites choses qui ont changé, mais qui a fait l'objet d'un spectacle que moi je jouais en tant que comédien et qui a été joué une centaine de fois. Donc il y a un certain nombre de ces nouvelles quand même que je connaissais encore très bien. D'autres que j'ai un petit peu redécouvert. Et en fait, c'est de toute façon un travail, le travail de réécriture, quel que soit l'ouvrage. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'apprécie bien quand l'éditeur, entre autres, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire pour un prochain recueil, un prochain roman jeunesse. Il y a on replonge dans l'histoire à chaque fois, on la redéveloppe, selon un petit peu un avis extérieur, un œil extérieur. Et ça, je trouve ça assez passionnant dans le travail d'écriture. D'accord. Bon, c'est parfait. Alors, le titre est très évocateur. Alors, pour nos auditeurs, tu peux expliquer ce qu'est l'anamorphose en littérature ? Alors, en littérature, je ne sais pas très bien. Une anamorphose, c'est un déformement d'une image. Oui. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de parler de métamorphose, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, certaines situations qui paraissent tout à fait normales vrillent un petit peu dans quelque chose qui paraît complètement surnaturel, saugrenu, etc. C'est ainsi que dans la première partie, donc qui s'appelle Mu, donc là, on a des personnages qui se transforment sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc on est à la limite toujours, on est sur une lisière entre du réalisme et du fantastique en quelque sorte. Il y a une des nouvelles, par exemple, qui s'appelle Comme sur des roulettes, qui est l'histoire d'une jeune fille handicapée qui est sur un fauteuil roulant et qui ça, c'est une histoire presque vraie. Enfin, c'est référencé vraiment à quelqu'un que je connais, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs à Nancy, qui a la maladie des os de verre, donc il doit peser à peu près 20 kilos, et qui se trouve là, elle a un rendez-vous amoureux et il faut qu'elle traverse toute la ville. Et évidemment, il y a des voitures garées sur le trottoir, etc. Donc, elle décide, après avoir rayé une voiture un peu méchamment, elle décide de descendre sur la chaussée, et de là, elle bloque absolument toute la ville. Arrivent les députés, les ministres, les flics, etc. Là, on est dans une histoire totalement invraisemblable, mais en même temps qui possède un fond de réalité, quoi. Et puis, dans chacune des parties du recueil, donc ça, c'est la première partie qui correspondait au recueil qui s'appelait à l'époque La viande rouge rend très habile. Voilà, qui s'appelle maintenant Mu. La deuxième partie s'appelait Clémence et l'acteur nu, maintenant s'appelle Illusion réalité. Donc là, on est dans une suite, en quelque sorte, de nouvelles qui s'enchassent les unes dans les autres. Avec un fil rouge, la fête foraine. Avec une sorte de fil rouge qui est la fête foraine. Donc chacun des personnages, à un moment, se retrouve dans cette fête foraine. Et il y a il y a des personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux d'une autre histoire. Et toutes les histoires se conjuguent à la fin dans une sorte de bouquet final où on retrouve tous les personnages.
Quant à la troisième partie, donc qui s'appelle Excursus, qui portait déjà ce nom d'Excursus à l'époque où c'était publié par la Dragonne. Excursus, ça veut dire pas de côté, justement, ou digression, etc. Et là, toutes les nouvelles portent l'idée en un clin d'œil, il peut se dérouler toute une vie. C'est-à-dire, on croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et on a un souvenir, et ça peut développer toute une histoire. C'est le cas à peu près de toutes ces histoires-là. Alors, tes personnages sont souvent confrontés à des situations insolites. Hein. Alors, comment tu crées ces personnages et ces situations ? Tu pars de quelque chose que tu as vu, que tu as... C'est très variable. Certaines partent avec quelque chose qui m'est personnel, mais la plupart du temps, c'est de la pure invention. On est dans la fiction complète. Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai des petits carnets, je note, tiens, quelle situation ou quel personnage croisé pourrait faire l'objet d'une nouvelle ou d'un roman jeunesse ou d'un scénario ou d'une pièce de théâtre, parce que j'écris pas mal de choses très différentes. Bah oui. Et là, évidemment, pour les nouvelles, l'intérêt, c'est que ça peut être des choses très courtes. Évidemment, ça nécessite d'être des choses très courtes, comme l'histoire du cochon qu'on vient d'entendre. On a des personnages qui se développent, mais il faut qu'ils soient posés en quelques mots ou quelques phrases, quoi. Ça, donc, ça m'intéresse bien, justement. Ça me permet de développer plusieurs thèmes très, très différents. Dans chacun des recueils de nouvelles que j'ai fait, d'ailleurs, chacune des nouvelles est à la volonté d'être, singulière et ne pas s'efforce de ne pas copier la voisine, ou d'être à chaque fois dans un univers très, très différent, quoi. C'est la nouvelle qui permet ça. Oui, parce qu'il faut une chute. C'est pas mal aussi, la petite chute, en général. Il faut une chute, mais pas forcément. Il y a des nouvelles qui n'ont pas forcément une chute, avec un twist final. Bien sûr. Ça fait partie. Évidemment, la nouvelle, c'est quelque chose que je connais très bien, pour aussi animer un festival de la nouvelle à Nancy. Donc, tu peux donner le nom. Qui s'appelle les 12 000 signes, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, et dans lequel on lit une cinquantaine de textes différents de plein d'auteurs du monde entier, avec certains auteurs présents, etc. Mais ça permet aussi de montrer que la nouvelle est un genre à part entière, quoi. Ce qu'on veut absolument défendre, c'est pas un sous-genre, c'est pas une rampe de lancement pour un roman. Ça fait vraiment partie c'est un genre littéraire qui est pas si simple à écrire, parce que autant dans un roman on peut effectivement développer, faire des digressions très longues, etc., développer des personnages. Là, dans une nouvelle, il faut aller à l'essentiel, quoi. Mais je trouve qu'il y a effectivement maintenant beaucoup de gens qui écrivent des nouvelles, mais pas trop des nouvelles policières. C'est encore un autre genre, là, parce qu'il faut une chute, là, carrément. Il y en a eu quand même pas mal, les nouvelles policières ou fantastiques. Récemment aussi. C'est vrai, peut-être un peu moins. Les nouvelles sont plus, font partie de la littérature blanche, comme on dit, qui sont pas forcément une littérature de genre, justement. Et la nouvelle permet d'aborder, justement, des thématiques ou des genres très, très, très différents, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, tes nouvelles explorent souvent les frontières de la réalité et de l'étrange. Alors, qu'est-ce qui te fascine dans ces thèmes ? Est-ce qui peut arriver ? C'est toute la limite entre le réel et l'imaginaire, justement. Il y a ça, et puis il y a une sorte de fascination aussi pour ce qui est un peu inaccessible quand même. Il y a parmi toutes ces histoires, il y a des histoires qui sont totalement invraisemblables, mais en même temps, mais un petit peu comme dans la littérature fantastique quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est fantastique, on sait que c'est impossible, mais en même temps, on y croit un petit peu. On a peur, ou on se retrouve dans des situations... toutes les nouvelles ne sont pas non plus comme ça. Il y a certaines qui sont extrêmement réalistes. Mais il y a toujours quelque chose à un moment qui se décale, justement, qui dépasse un petit peu la réalité. Ça, je sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, la condition humaine est un thème récurrent dans tes nouvelles. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans les aspects sombres ou étranges de la nature humaine ? C'est qu'elle est multiple, justement, la nature humaine. C'est vrai on peut retrouver tout un tas. Et puis alors surtout, c'est ça que je précisais aussi, c'est que même les personnages les plus négatifs, il y en a toujours, notamment, je pense aussi au précédent recueil qui s'appelait Indéfectible, où il y a des personnages qui sont vraiment, auxquels qui sont vraiment monstrueux, mais en même temps, il y a toujours, chez les pires êtres humains, on va dire entre guillemets,
il faut toujours leur donner une petite chance quand même, Oui. peut-être de rédemption. Donc, ce qui m'intéresse pour répondre à ta question de la nature humaine, c'est que justement, il y a chaque être humain est composé de plein de possibilités, quoi. Et ce qu'on peut croire comme ça au départ n'est pas forcément la réalité de ce qu'il est. Et ça, c'est toujours intéressant. Enfin, c'est comme dans la vie, finalement. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, les hommes sont quand même un peu maltraités dans tes nouvelles, je trouve. Tu trouves, pour une fois que ce sont les hommes qui sont maltraités. Oui, justement, je me suis dit, tiens. Ça, c'est comme quoi, puisque tous les sujets viennent quand même des années 2000, hein, oui. Comme quoi c'était déjà quelque chose qui m'importait, j'imagine. Oui. Parce que ça soit aussi, par la suite, dans Indéfectible, et donc le recueil qui est sorti en 2024, ou dans les romans, où le roman jeunesse qui s'appelle Ida la Bleue est porté par 2 héroïnes. Alors, c'est pas du tout une posture, hein, et puis c'est vrai que j'y pense pas forcément en me disant attention, faut absolument que ça soit des filles. Dans le prochain roman jeunesse que je suis en train de finaliser là, qui sortira au mois de septembre, qui s'appelle Jour de chasse à Florigny, donc ça va parler de la chasse. Le personnage principal est un jeune homme de 14 ans. D'accord. Donc cette fois c'est un garçon qui porte l'histoire. Oui. Voilà. Bon, bien. Les hommes sont un petit peu maltraités aussi. Enfin, surtout les chasseurs, ils sont pas toujours gentils. Non, c'est sûr. Alors, tu veux bien nous faire la lecture de ta nouvelle intitulée Berthelot, s'il te plaît ? Avec grand plaisir, donc qui appartient au 3e livre appelé Excursus, justement. Là, on est typiquement dans de ce qui tout peut se dérouler en quelques secondes. Voilà, c'est ça. La petite à la crèche, l'appartement bien rangé, Alain Berthelot boit son café avant de partir au travail. Dans la grande cuisine récemment rénovée, soins particuliers apportés au choix des matériaux, bois et métal brossé, induction, ergonomie parfaite, il profite de ces quelques instants de calme pour lire les pages économie du Figaro. Berthelot est dans les affaires. Soudain, la sonnette de l'entrée, péremptoire, presque fébrile. À cette heure de la journée, toute visite tombe forcément mal. Comme chaque matin, Berthelot doit trouver son rythme. Émilie organise les débuts de journée sans qu'il ait à se préoccuper de quoi que ce soit et sans lui adresser le moindre reproche. Il lui en est reconnaissant. Ses mauvaises humeurs matinales lui appartiennent. Elles ne sont pas négociables, ne l'ont jamais été. On doit le prendre avec ou bien libérer l'espace. Une chose qu'Émilie a très bien comprise, à l'inverse de toutes les précédentes, son très jeune âge peut-être. Plus tard dans la journée, Berthelot se révèle exquis, drôle, raffiné, séduisant, ou séducteur, selon les points de vue. Il s'était vaguement promis qu'à 50 ans, il stabiliserait sa vie compliquée et se lèverait toujours de bonne humeur. Mais Berthelot oublie ses promesses avec une telle conviction qu'on peut se demander s'il les a réellement formulées. Berthelot n'est pas du genre à avoir le moindre doute. Donc, cette sonnerie. Pour justifier son empressement, sans prendre le temps de terminer sa lecture, dans la vaste entrée aux boiseries délicates, il enfile sa veste et prend son sac. Une bonne raison pour repousser fermement représentants, témoins de Jéhovah et autres pompiers, vendeurs de calendriers. « Oh, je suis désolé, je suis pressé, vous voyez, je partais, repassez plus tard. » Face à lui, sur le palier, une fille, dans les 30 ans, tenant la main d'un garçonnet d'une dizaine d'années aux sourcils froncés, son fils, comme une évidence, inscrite dans leurs regards identiques. La fille, mince, pas très grande, pas maquillée, pas très bien coiffée, vêtue bon marché, sans chichi. Comme le petit. Un autre jour, peut-être, il se serait demandé comment se débarrasser avec courtoisie de ces personnes probablement nécessiteuses, et il aurait sans doute donné quelque chose, des vêtements un peu usagés, mais pas trop, ou même un petit billet, pourquoi pas. Berthelot a beaucoup de défauts, mais il n'est pas radin. « Bonjour », dit-elle. Le bonjour simple de quelqu'un qui semble savoir qui il est. Pas un bonjour qui tergiverse, un bonjour franc, net, suivi d'un silence. Le regard vert, doux et puissant, se plante dans le sien.
Et sans le moindre début d'interrogation quant à la présence de si bon matin de ces deux anges sombres sur le seuil de sa porte, son cerveau, soudain fouetté par le réveil brutal de ses hormones, organise la suite immédiate de son existence. « Entrez, mademoiselle, je vous en prie !» Caser le gosse devant la PlayStation de son propre fils, thé, café, passer un coup de fil discret au bureau, je vais avoir un peu de retard, un rendez-vous impromptu, commencer la réunion sans moi. Et puis, les regards qui chavirent, les doigts qui s'effleurent, la peau qui perle, et l'étreinte, bien sûr, incontournable, impossible à refuser, ici même, dans cette entrée, sans pouvoir attendre le confort d'un lit, tel un cheval monté à cru, le plus beau moment de sa vie, forcément. Dans cette fraction de seconde, lui vient même tout l'argumentaire qu'il va présenter dès ce soir à Émilie, la liberté qu'elle va pouvoir reprendre. Oui, je sais, j'avais dit que... Mais que veux-tu? Laisser passer une chance pareille? Non, ça, il ne pourra pas le dire, pas comme ça. La rassurer, plutôt. Pour la petite, les week-ends avec son demi-frère presque ado et ses demi-sœurs presque adultes. Oui, je m'organiserai. Non, ne pleure pas, Émilie, tu es si jolie. J'étais pas quelqu'un pour toi, on n'était pas de la même génération. Tes copains te l'ont suffisamment fait remarquer. Quant à mes amis, tu sais très bien qu'ils ne l'ont jamais admis non plus. M'accusant implicitement de profiter de ta naïveté. Tu te rends compte que j'ai le double de ton âge? Tu retrouveras quelqu'un, j'en suis sûr. Pourtant, je t'assure, à tes côtés, je pensais vraiment enfin avoir trouvé la paix intérieure, vieillir avec toi, tout près de toi. Mais que veux-tu? La vie nous réserve des surprises, on n'y peut rien. Et puis, je veux que tu saches que je ne te laisserai jamais tomber. Tu peux me faire confiance, tu sais. Non, peut-être éviter, lui parler de confiance, ce serait malvenu. Bon, il saura arrondir les angles, il a toujours su. La rhétorique est sa spécialité. Il a la journée pour y réfléchir. Peut-être lui laissera-t-il l'appartement? Enfin, ça, il faudra voir. L'urgence, ce sont ses yeux verts qui sont en train de faire basculer sa vie, la fille et son petit, là, devant lui, dans ce silence de quelques secondes où tout est en train de se déterminer. Il parcourt l'histoire, détricote, remonte le temps, jusqu'à son copain, Yves Lamidieu, qui cachait sous ce patronyme si doux une dose de cynisme comme il en a rarement trouvé depuis. Lamidieu, le beau gosse du lycée, Berthelot et Lamidieu. Duo de choc, conquête, machine de guerre, concours d'odieux. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'étaient eux-mêmes baptisés, les odieux. Berthelot, Lamidieu, les odieux. Ensemble, ils partageaient un jeu assez stupide, mais très excitant. Ils pariaient sur les filles comme sur des chevaux, se les échangeaient comme des billes, et lorsqu'elles montraient quelque réticence, ils se soutenaient mutuellement. À deux, on est toujours plus fort, à deux, la proie offre moins de résistance. Mais un jour, le jeu a mal tourné. La fille a voulu porter plainte. Les parents ont fini par arranger les choses, et après diverses rumeurs, grossesse, avortement, fugue, tentative de suicide, la fille s'est évaporée. Ils ont tous deux été exclus du lycée et ne se sont jamais revus. Il a souvent repensé à cette fille, avec une once de regret. Pas de remords, non, ça, c'est pas son style. Plutôt le sentiment d'avoir raté quelque chose, ou la frustration de ne jamais avoir connu la fin de l'histoire. Plus tard, Berthelot, tel un chasseur, a continué à aligner ses prises. Et pour ne rien oublier, il s'est mis à consigner leurs noms et leurs singularités dans des carnets, les répertorier, les évaluer, les comparer, tenir une comptabilité méticuleuse de leurs préférences, leurs particularités, la description précise de leurs ébats, leurs émois, leurs refus, leurs larmes et leurs consentements, et tirer toute sa fierté de ce tableau de chasse. Au début, du moins. Puis, quand les enfants sont arrivés, il s'est fait plus discret, affichant une sorte de recul, de mesure, la maturité, disaient certains dans son entourage. D'autres affirmaient plutôt que l'odieux s'était simplement modéré, mais restait tapi dans l'ombre. Dans le silence qui suit le bonjour, sa vie entière défile à toute vitesse, comme un jour d'accident de voiture. Va-et-vient dans le temps, aller-retour entre Lamidieu d'autrefois et Émilie d'aujourd'hui, dont la jeunesse s'expose à son bras comme un trophée. Son passé sulfureux, ses frasques et ses mensonges lui sautent à la figure. Vanité, apparat, dérision. Il va tout recommencer. Avec elle, l'inconnu du palier. Effacer les 30 et quelques années précédentes. Il est vierge. Il chérira ce garçon maussade comme son fils. Lui offrira tout ce que la vie lui a à présent refusé.
Et si elle le souhaite, il acceptera même de changer de ville, de travail, de train de vie et d'amis. Il découvrira les choses simples et l'existence sans esbrouf. Un mot lui vient à l'esprit, un mot qu'il découvre, qui lui a toujours été étranger, un mot qui ne lui semble plus gros un mot qui ne lui semble plus un gros mot, et qu'il apprend, dans cet instant suspendu, à soupeser et peut-être même à apprécier. Repentance. Cette jeune femme aux yeux verts, il l'aimera, vraiment, profondément, à jamais. Il ne peut en être autrement. Il le sait, c'est inscrit. Sa vie vient de basculer. Donc, bonjour, dit-elle, a-t-elle dit. Puis ce silence et ce regard vert intense. Vous êtes bien Alain Berthelot ? Oui. Jusqu'à présent. Mais là, je sais, je sens que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Thomas, dit-elle, en s'adressant à l'enfant. Oui, répond le gosse. Un oui renfrogné, un oui qui veut dire « tu me fais chier ». Thomas, s'il te plaît, fais un effort. Un silence. Thomas, dis bonjour à ton grand-père. Merci Benoît, c'est très drôle. Alors ton écriture mêle humour et mélancolie. Alors c'est difficile de trouver un équilibre entre ces deux équations ? Faut croire que c'est deux choses qui doivent me préoccuper. En fait, je trouve que par l'humour, alors bon, celle-là, elle est pas hyper drôle non plus, mais enfin. La chute est drôle. Ouais. Mais c'est vrai que par l'humour, on peut aussi faire passer des choses qui paraissent un petit peu violentes ou brutales. Et puis la mélancolie, alors ça dépend complètement des histoires, hein, c'est sûr que. Mais j'aime bien mélanger les genres, encore une fois. C'est-à-dire que ou surprendre un petit peu ou partir dans un endroit qui n'était pas forcément attendu. Donc le mélange mélancolie et humour, oui, ça me va bien. Oui. Ça te va bien. Bon, d'accord. Alors il nous reste très peu de temps. Tu peux nous dire quelques mots de ton futur roman qui va sortir là ? Alors il s'agit d'un roman jeunesse qui paraîtra au Seuil, comme les deux précédents, comme un certain nombre de romans que j'ai fait avec eux, qui s'adressera aux ados à partir de 13-14 ans et qui va donc parler de la chasse. D'accord. Donc avec un parti pris très net, qui part d'un fait divers tout à fait réel, donc d'un jeune d'une vingtaine d'années qui s'est fait tuer par un chasseur. Dans mon histoire, on ne sait pas si c'est un accident, un pur accident ou un acte délibéré. Du coup, tout va s'envenimer dans ce village où ça se passe. On ne sait pas exactement où c'est. Ça pourrait être en Bourgogne. Enfin bon, et tout s'envenime évidemment. Il y a des pour, des contre, des foires d'empoigne. La presse nationale s'en mêle, les réseaux sociaux, etc. Et tout part de cette idée de cette répartition entre chasseurs et non-chasseurs. Est-ce du respect du vivant ou pas? De qui prend la place de qui? Est-ce que c'est les sangliers qui envahissent les champs ou est-ce que c'est les humains qui sont allés sur le terrain des sangliers? Enfin bref, toutes ces questions sont posées dans ce roman qui, là aussi, se veut... C'est comme un suspense, en fait, ce petit garçon qui s'appelle Léon, justement, qui a 14 ans, donc... et c'est un peu lui qui va mener l'enquête en parallèle, parce qu'il connaît bien les rouages du village, il connaît bien celui qui est soupçonné d'avoir tué son frère, et donc c'est lui qui va un peu mener l'histoire. Donc c'est un peu construit comme un polar, donc avec des rebondissements et tout un tas d'aventures qui vont se passer comme ça. C'est quand même un roman jeunesse. Merci Benoît. Avec plaisir. Alors merci à Lucette Simon-Boulanger d'être venue nous présenter 3 de ses ouvrages, Dédicace suivie de la petite fille, 3 petits tours et puis s'en vont, et Au bois joli, tous les 3 publiés en auto-édition. Merci à Benoît Fourchard d'être venu nous parler de son recueil de nouvelles Anamorphose et Pas de côté, publié aux éditions de la Lanterne. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle Satan bouche un groin. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des Plumes.